Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment le fait que le connecteur 12 pins de Nvidia prend feu et pose d'énormes problèmes, donc il n'est pas aussi bon qu'on le pensait, mais c'est dû au fait plutôt à l'adaptateur de Nvidia, on en reviendra après. Nous avons aussi des news au niveau des RX 7000 qui arrivent très bientôt, elles seront présentées le 3 novembre, c'est normalement par rapport à la sortie de vidéo dans 2 jours. Du coup, je vous ferai une vidéo de résumé normalement quand il y aura les annonces et tout ça. Et si j'ai la chance d'en avoir une, je vous ferai un test aussi. Ça devrait plutôt être intéressant. Nous avons aussi des news au niveau de SpaceX, qui a la Falcon Heavy qui va bientôt à nouveau voler. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et d'autres news en tout genre. Il y a vraiment pour tout le monde ici. Vous avez la table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Donc n'hésitez pas que ça marche. La première news de la semaine qui a fait certainement le plus parler d'elle, c'est le fait que les RTX 4090 ont un gros problème avec le 12 pin. Ça a commencé avec un utilisateur sur Reddit qui a posté une photo de son connecteur qui avait carrément brûlé. Il avait vu de la fumée et tout. La carte fonctionne toujours, mais son connecteur d'alimentation était en partie détruit. Ça, c'est plutôt mauvais. Ça a ensuite continué avec d'autres utilisateurs qui petit à petit ont découvert aussi la même chose avec leur carte graphique. En démontant justement le câble, ils ont vu que ça avait commencé un petit peu à fondre ou un petit peu moins pour certains d'autres. Mais il y avait un petit peu des traces quand même. Ça a ensuite pris beaucoup plus de proportions quand Nvidia a dit qu'ils investiguaient et quand ils ont aussi autorisé les revendeurs à remplacer les cartes graphiques s'ils avaient des problèmes avec leurs connecteurs justement. Et pour information, ce problème viendrait principalement de cet adaptateur. Donc ça, c'est l'adaptateur 4x8 pins qui est fourni par NVIDIA pour les cartes graphiques en RTX 4000 avec un connecteur 12 pins. Donc même les constructeurs tierces utilisent apparemment cet adaptateur. Et du coup, il a 4 8 pins et il a ensuite un 12 pins de l'autre côté. Vous avez du coup Igor's Lab, qui est une chaîne et aussi un site de publication en Allemagne. Il parle en anglais toutefois, il me semble. En tout cas, il poste en anglais. Et il a investigué avec Be Quiet ce qui aurait pu causer cela. Au début, on croyait que c'était surtout dû au fait que vous avez en fait, du côté de la carte graphique, vous avez des pins en métal qui dépassent. Et du côté du connecteur, vous avez une sorte de truc en métal qui se met par-dessus le pin. Comme ça fait une bonne connexion. Et si c'est bien fait, normalement, cette connexion se fait sur une surface assez importante pour qu'il y ait moins de résistance. Parce que quand vous changez l'électricité d'un métal ou plutôt d'un câble à l'autre et que les deux métaux ne sont pas vraiment fusionnés, ils se touchent, vous allez avoir une résistance à cet endroit-là qui peut chauffer et poser des problèmes. Donc vous voulez que cette résistance se fasse sur une surface beaucoup plus importante pour éviter des problèmes. Les gens au début ont cru que comme le connecteur 12 pins est assez petit, ces trucs en métal sont assez petits. Et en réalité, c'est en partie ça le problème, mais ça allait plus loin. Donc là, vous avez Igor Slab qui a démonté un de ses câbles. Je vous mets une image de Paul Hardware, une excellente chaîne YouTube d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, lui, il a une image qui me paraît beaucoup plus clean encore, où on voit assez bien le connecteur comparé à Igor Slab. Donc on voit notamment que certains des câbles qui viennent des 8 pins sont sur 2 pins, sur le 12 pins. Vous voyez, celui-là alimente ces 2 pins. Et vous avez cette partie qui est apparemment en aluminium, donc c'est assez fragile, qui va vers le pin qui est juste ici. Donc ça, c'est le truc qui justement se met par-dessus le pin dans la carte graphique. Donc c'est vraiment une sorte de tube en métal en quelque sorte, qui fait exactement la taille du pin. Et du coup, le problème ne vient pas de si vous pliez le câble comme ceci, hein, comme on le fait souvent avec les cartes graphiques, comme je l'ai ici. Le problème vient si vous les pliez sur le côté. Donc si vous mettez de la force latérale sur ces pins-là, eh bien vous allez avoir tout simplement des déconnexions qui se font un petit peu. C'est moins bien connecté, c'est même un petit peu abîmé, et du coup la résistance augmente. Et comme la résistance augmente, ça chauffe tout simplement. Et cette chauffe peut faire brûler le plastique qui est en haut ici. Parce que c'est là que vous avez un petit peu le plus de justement de chaleur qui peut s'accumuler apparemment. Et donc, ça mène à ces incendies-là. Enfin, pour certaines personnes, oui, c'est des incendies. Ou pour d'autres personnes, ça fait fondre le plastique. Donc, globalement, c'est très mauvais. C'est genre vraiment mauvais. Premièrement, c'est une honte, franchement, que Nvidia n'ait pas fourni un meilleur adaptateur. On pourrait se dire qu'avec l'expérience qu'ils ont à designer des cartes graphiques qui sont extrêmement complexes, ils arriveraient à designer un connecteur d'alimentation derrière, ou plutôt un adaptateur. C'est aussi une honte que Nvidia n'ait pas fourni un adaptateur plus
qui est plus adapté au boîtier, parce que forcément, comme l'adaptateur sort comme ça sur le côté, ben, beaucoup de gens le plient, et ça mène à cette situation-là. Donc ils auraient dû fournir un adaptateur qui était déjà qui était déjà plié à 90 degrés. Ça aurait déjà évité des problèmes aussi. Ou peut-être même 2 adaptateurs, parce qu'honnêtement, vu le prix de la carte graphique, ils peuvent se le permettre, il ne faut pas déconner. Et ils auraient dû aussi faire en sorte que cet adaptateur soit mieux construit, qu'il soit beaucoup plus robuste, et qu'il n'y ait pas forcément ce genre de problème. Donc, globalement, franchement, l'investigation est toujours en cours, mais il semblerait en tout cas que le gros des problèmes viennent justement de cet adaptateur et de sa construction qui n'est pas idéale. Le connecteur 12 pins en tant que tel, en réalité, n'est pas mauvais, même si, selon moi, il est un peu petit. Enfin, il règle un problème qu'il n'y avait pas forcément. Ou plutôt, Nvidia a mis tellement de connecteurs d'alimentation sur leur carte graphique que c'est devenu un problème, ce qui est encore différent. Mais voilà, il règle un problème qu'il n'y avait pas forcément. Après, ça fait pas de mal d'avoir un connecteur plus petit pour le futur, si on veut faire des PC plus petits. Mais une chose est sûre, il faut que les connecteurs 12 pins soient beaucoup mieux construits et surtout beaucoup plus résistants. Parce que comme ils sont beaucoup plus petits, ça arrive beaucoup plus facilement. Pour ceux qui se demandent, ah mais pourquoi c'est jamais arrivé avec les câbles 8 pins avant? En réalité, c'est déjà arrivé avec les câbles 8 pins. Il arrivait que certaines personnes les branchent tellement mal, ou plutôt les plient tellement et tout ça, que vous pouviez avoir des situations similaires. C'est déjà arrivé. Ça a même été cité justement comme raison pour créer le 12 pins, pour régler ces problèmes-là. Malheureusement, comme vous pouvez voir, ça n'a pas beaucoup aidé. Et je dirais même qu'en réalité, avec l'avantage du 8 pins, c'est comme vous avez seulement 150 watts maximum qui passent dedans, et comme les connecteurs sont beaucoup plus gros, mais vous avez beaucoup moins de chances d'un incendie en fait, comparé au 12 pins s'il est mal designé. Donc le 12 pins est censé être meilleur, mais seulement, et je dis bien seulement si l'adaptateur est bien fait. Du coup, pour ceux qui se demandent quelle est la solution, déjà, si vous avez une RTX 4000, ce qui selon moi, vous ne devriez pas en avoir une, vous devriez avoir attendu les RX 7000, ou en tout cas l'annonce des RX 7000, parce que voilà. Mais bon, si vous en avez une, vérifiez dès maintenant. Et si vous le pouvez, faites en sorte que le connecteur sorte le plus droit possible de votre carte graphique, ou alors qu'il soit plié parfaitement pas à 90 degrés, mais qu'il plie très légèrement et de manière droite. Donc pas sur les côtés. Il ne faut pas qu'il soit twisté depuis les côtés. Là, c'est très mauvais, vous devez faire attention. Et vérifier si justement il n'a pas brûlé. Et pour le futur, vous avez, à mon avis, Nvidia va faire un nouveau adaptateur et l'envoyer aux gens. Je vois mal une autre solution arriver que ça. Mais sinon, vous avez d'autres marques qui font évidemment des adaptateurs mieux conçus. Vous avez CableMod, qui est un adaptateur à 90 degrés. Et vous avez aussi Corsair, qui a un câble d'alimentation qui part carrément de leur alimentation. C'est pas un adaptateur. Ça part de l'alimentation, ça va jusqu'à la carte graphique. Et du coup, lui, il est beaucoup mieux designé. Et personne n'a eu de problème jusqu'à maintenant avec celui de Corsair. Et celui de CableMod vient de sortir, donc on ne sait pas trop. Mais comme il est à 90 degrés, il devrait avoir beaucoup moins de problèmes. Donc, basiquement, ce serait l'une des deux solutions, en tout cas pour le moment, en attendant qu'NVIDIA fasse quelque chose. Parce qu'à mon avis, ils vont devoir faire quelque chose. Parce que s'il y a les risques d'incendie sont extrêmement sérieux, surtout au niveau de l'agence de sécurité des consommateurs aux États-Unis, ils prennent ça très au sérieux, un petit peu avec le cas du NZXT, il pourrait y avoir un recall sur tous ces câbles, tout simplement, pour qu'ils soient remplacés. Donc, yep, on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, vérifiez votre câble 12 pins si vous en avez un. Je dis bien l'un des nouveaux câbles 12 pins. L'ancien avec l'RTX 3000 et tout ça, il n'y a pas de problème pour ceux qui se demandent. Apparemment, comme il y avait beaucoup moins d'électricité qui passait ou il était designé différemment, il y avait beaucoup moins de problèmes en fait. Mais ça me fait pas mal de le checker quand même, donc vérifiez. Au passage, je vous rappelle, je fais une série de vidéos tech sur RTBF XP avec French Hardware. Vous avez plusieurs vidéos qui sont déjà sorties. Donc, vous avez la dernière, c'est sur un comparatif de casque assez cher. On a aussi un guide sur comment choisir un clavier. On a aussi 5 logiciels gratuits assez intéressants que vous pouvez installer sur votre PC. Et évidemment, le guide sur comment nettoyer votre PC. Bon, plus en surface, pas nettoyer la pâte thermique pour ceux qui se demandent. Et on a d'autres vidéos qui arrivent. On en a tourné encore plus. Donc, n'hésitez pas à suivre. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner à la chaîne. Mais n'hésitez pas à regarder de temps en temps s'il y a une nouvelle vidéo qui n'est pas sortie. Le titre de la série, c'est On n'est pas des Yankees, et du coup, c'est plutôt intéressant. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de fun à les tourner. Vous verrez aussi qu'il y a un petit peu plus d'humour dans ces vidéos-là par rapport à mes vidéos qui sont un peu plus sérieuses, mais il y a toujours ce côté sérieux de moi avec des informations toujours intéressantes.
Du coup, je vous mettrai dans la description tous les derniers épisodes qui sont sortis. Comme ça, vous pouvez juste aller dans la description de cette vidéo-là et cliquer sur une qui vous intéresse selon le titre. Ensuite, on a une autre news au niveau carte graphique avec le fait que la RX 7900 XT, en tout cas, c'est ce qui est supposé être son nom, a été montrée en photo. Et ça semble assez légitime comme photo parce que déjà, elle est assez bonne résolution. Et c'est pas un truc qui est pris à l'arrache avec un téléphone ou qui ressemble à un rendu 3D. Non, là, ça ressemble à une vraie carte graphique qui va sortir. Et du coup, ça nous permet de voir déjà aussi que c'est un modèle de test. Donc, c'est celui qui est en dessous. Et sur l'autre image, c'est celui qui est au-dessus. Et ça, c'est l'ancien modèle stock que vous aviez d'AMD. Donc, ça, par exemple, c'est une 6900 XT. Donc, ça vous permet de voir avec le R qui ressemblait à la Team Rocket. Et aussi, quand il tournait très vite, ça ressemblait à autre chose. Je préfère pas le dire. Bref, dans tous les cas, il y a des pins un petit peu derrière. Ce sont des pins de test. Donc, c'est clairement une carte de test pour ceux qui se demandent. Donc, elle est un peu moins clean que l'autre. Mais, premier truc que vous devez voir, de 8 pins, pas de 12 pins. Donc, pas de problème avec les adaptateurs ou autre chose. Et aussi, le design est un petit peu mieux travaillé. Celui-là était assez... voilà, quoi. Là, genre, les ailettes sont un petit peu pliées sur les côtés. Ça lui donne un côté plus agressif, plus beau. Il y a plus de surface aussi pour les ailettes. On dirait qu'elles ressortent beaucoup plus. Et nous avons une carte qui est un petit peu plus longue, mais pas non plus incroyablement plus longue. Le design a l'air d'être beaucoup mieux travaillé et franchement très sympa. Après, évidemment, la plupart des gens auront des modèles custom, mais c'est quand même sympa de voir qu'ils ont amélioré justement ce modèle-là. Donc ça, ce sont les specs supposés de ces cartes graphiques qui seront annoncés dans 2 jours, je vous rappelle. Et du coup, on aurait jusqu'à 12 000 stream processor, 24 Go de GDDR6, un bus de 384 bits, une mémoire qui va jusqu'à du 20 gigabits, et du coup un Infinity Cache de 96 mégabits, et du coup une bande passante totale de 960 Go à la seconde. Et on ne sait pas si elle sera plus puissante que la RTX 4090. Je dirais que pas forcément, parce qu'NVIDIA a clairement visé ici la consommation au profit des performances maximum, mais elle n'a pas besoin en fait. Si elle est plus puissante qu'une 4096 Go, ça suffit. Et surtout si elle coûte moins cher, ça suffit amplement. Donc on verra bien ce que ça donnera. Pas de problème de 12 pins visiblement aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, nous aurons l'annonce dans 2 jours. Et je vous ferai une vidéo de résumé certainement. Ensuite, nous avons OBS qui est du coup officiellement sorti avec le support de la V1 pour les cartes Nvidia RTX 4000. Donc ça c'est plutôt cool. Il y avait déjà une bêta qui était sortie pour information. Mais là c'est le support officiel. Donc c'est une release officielle avec du coup la version 28.1. Donc ça c'est toujours intéressant. D'ailleurs la version 28 d'OBS apporte aussi beaucoup de nouveautés pour ceux qui ne le savent pas. Notamment le fait que vous pouvez capturer l'audio d'un jeu ou d'une application directement, sans utiliser du multipiste forcément pour le récupérer, ce qui est plutôt cool. Mais bref, dans tous les cas, voilà à quoi ça ressemble. L'encodeur AV1, vous le sélectionnez, et du coup, ça vous donnera un fichier enregistré avec justement cet encodeur AV1, ce qui devrait vous donner une meilleure qualité pour le bitrate, et aussi sur les plateformes de streaming qui le supportent, vous pourrez avoir aussi une meilleure qualité pour le bitrate que vous envoyez, ce qui peut être avantageux si vous avez une mauvaise connexion Internet. Vous pouvez compenser clairement avec du hardware ici. Mais moi, l'avantage que je vois surtout ici, c'est sauver de l'espace sur votre disque. Parce que des fois, ça peut prendre vite beaucoup de place. Quand vous enregistrez tout un live de 4 heures en bonne qualité, ça prend vite de la place. Ensuite, nous avons une news qui concerne Apple et le fait qu'ils vont tout simplement passer à l'USB Type-C sur leur téléphone. Alors, comme ils l'ont dit, ils ne sont pas contents de passer à l'USB Type-C, mais c'est dû à la décision de l'Union européenne, je vous rappelle. On ne sait pas si ce sera dès l'année prochaine qu'ils vont passer toutefois, parce que techniquement, la décision européenne sera seulement valable en 2024 plutôt, 2014. Donc, il y a encore un petit peu de temps. Mais une chose est sûre, ils ont indiqué clairement qu'ils allaient passer à l'USB Type-C. Donc ça, c'est une confirmation pour ceux qui en avaient besoin. Et du coup, ils ne sont pas contents aussi parce qu'ils disent que ça va créer beaucoup de produits non utilisables. Donc tous les câbles basiquement Lightning, tous les chargeurs Lightning vont devoir être jetés selon eux. Et du coup, ça va créer des e-waste. Alors, il y a une part de vérité que ça va créer des e-waste, mais le truc, c'est que ça allait forcément créer des e-waste. Et le truc aussi, c'est que Apple ne pouvait pas continuer indéfiniment avec le Lightning. La raison pour laquelle ils ne sont pas contents, et on va vous le dire directement, c'est le fait que à chaque fois qu'ils vendent un appareil Lightning, un chargeur, un câble, ils touchent une partie de l'argent, tout simplement, pour la certification derrière. Alors que l'USB Type-C, il touche rien, parce que l'USB Type-C est libre. Le Lightning n'est pas libre. Donc c'est surtout ça qui les gêne. Et ça fait certainement beaucoup d'argent, beaucoup plus que les gens ne le pensent. Parce que le truc c'est,
Et sur un câble, vous avez déjà vu des accessoires Apple, même non officiels, ils coûtent assez cher. Et dites-vous que plus de 10% du prix, bien souvent, arrive à Apple dans leur poche, alors qu'ils ne font rien du tout, ils ne font que certifier le câble. Donc c'est une excellente source de revenus pour pas beaucoup de travail. Et ça va très vite avec les accessoires. C'est pour ça aussi qu'Apple s'amusait à faire des dongles à une époque. Enfin, et ils en font toujours en réalité. Parce que ça rapporte énormément d'argent. Genre, vous vendez un tout petit adaptateur que vous fabriquez pour 50 centimes, vous le vendez 10 euros, les marges sont exceptionnelles. Mais ça crée énormément d'e-waste. Mais ça, évidemment, Apple ne dit rien là-dessus. Hein. Le fait que pour utiliser des fois certains appareils Apple, il vous faut je ne sais combien d'adaptateurs. Non, Apple fait qu'ignorer ça. C'est eux qui ont créé le problème de e-waste en réalité, en grande partie. Et s'ils étaient passés à l'USB type C plus tôt, il y aurait beaucoup moins d'e-waste qui vont se retrouver dans des décharges. Après, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait qu'il va y avoir énormément d'e-waste parce que tous les anciens iPhones sont toujours là. Il y a un énorme marché de l'occasion sur les iPhones, même encore plus gros que sur les téléphones Android, je trouve. Un iPhone est vraiment utilisé jusqu'à quand il ne marche plus. Et il est souvent réparé aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont juste revendre leur iPhone ou les changer avec Apple et tout ça. Et du coup, tous ces iPhones en Lightning ont toujours une raison d'exister. Ils ne sont pas bannis par l'Union européenne, hein, parce qu'ils ont été fabriqués avant la loi. Et du coup, ben, il faudra les chargeurs pour ces iPhones. Donc tous les chargeurs qui sont déjà fabriqués, ou si des gens ont des chargeurs Lightning, ils peuvent toujours les revendre ou les donner à leurs amis et tout ça. Donc pour moi, pas totalement d'accord sur la situation de l'e-waste. Parce que aussi, de toute façon, imaginez, vous avez un vieux chargeur 5 watts, des bons vieux chargeurs 5 watts, en USB type C, les tout premiers. Est-ce que vous allez encore l'utiliser dans 5 ans? Parce que le truc, c'est qu'il sera tellement lent pour charger votre téléphone que vous allez passer à un chargeur peut-être 25-50 watts ou même plus en réalité. Parce que beaucoup de smartphones maintenant supportent en tout cas le chargement rapide à plus de 25 watts. Du coup, vous allez forcément aussi vous en débarrasser. Et pourtant, le connecteur n'a pas changé. C'est juste que la technologie est vieille en fait. Mais il y a des personnes qui auront toujours besoin de ce chargeur et vous pouvez toujours essayer de leur donner et eux, ils l'utiliseront. Ou alors ce sera tout simplement recyclé. Et c'est la même chose avec le Lightning. Le Lightning, au bout d'un moment, de toute façon, serait devenu obsolète, quoi qu'il arrive, et ce sera arrivé, quoi qu'il... Genre, moi, je vois juste ça, vraiment, Apple qui essaie de paraître bien en disant qu'ils sont pour l'environnement, mais au final, c'est juste parce que ça va toucher à leur porte-monnaie, c'est totalement ça. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle que ça passe à l'USB type C. Je sais qu'il y en a qui disent que ça réduit l'innovation de faire ça, mais le truc, c'est que si tout le monde se met sur le fait d'améliorer l'USB type C, ça permet aussi d'améliorer l'innovation. Il y a clairement des problèmes avec l'USB type C, mais moi, je me souviens de l'époque, et je pense qu'il y en a qui oublient cette époque-là, où chaque constructeur avait son chargeur, son port de chargement. Samsung, c'était un truc long. Apple aussi, c'était un truc long. Il y en avait qui c'était une sorte de jack. Il y en avait qui étaient déjà passés à du micro USB. Et c'était le bordel, franchement. Donc, retournez à cette époque-là et dites-moi s'il y avait de l'innovation. Parce qu'honnêtement, il n'y avait pas beaucoup d'innovation. Honnêtement, ils faisaient à peu près tous la même chose. Et le micro USB les a bien remplacés, même s'il avait des gros problèmes, le micro USB. Et maintenant, l'USB type C fait beaucoup mieux. Je suis pour l'innovation aussi, mais il y a des fois, pour certains trucs, il vaut mieux un standard. Et pour un connecteur qui permet d'alimenter des appareils mobiles, l'USB type C fait très bien le job. Il a encore énormément de marge pour être amélioré. Et du coup, pour moi, je vois pas de problème avec ça. Ensuite, tant qu'on parle d'Apple, ils ont sorti des nouvelles versions de leur OS sur toutes leurs plateformes, que ce soit du coup macOS ou aussi iPadOS, qui va bientôt arriver normalement. Il y a aussi tvOS et tout, mais ça, on s'en fiche un petit peu. La grosse raison pour laquelle je mentionne, c'est tout simplement parce qu'ils avaient retardé toutes ces nouvelles versions d'OS pour tout simplement travailler plus sur Stage Manager. Ils avaient des petits problèmes. Donc Stage Manager arrive justement sur tous les Mac ainsi que les iPads qui le supportent. Et ça devrait être plutôt intéressant. Personnellement, je n'ai pas encore testé, mais je verrai bien ce que ça donne. Et c'est un bon pas vers le fait de rendre l'iPad plus multitâche et de le rendre plus comme un ordinateur parce que les iPads sont réellement très puissants. Je vous rappelle que vous avez l'iPad Air qui a une puce M1 pour 600 euros. Donc ça vous donne vraiment un appareil extrêmement puissant et qui reste accessible et du coup qui supporte Stage Manager. Donc si vous pouvez vraiment l'utiliser comme un ordinateur portable ou en tout cas un netbook, ça pourrait être très intéressant. Donc, yep. Et pour ceux qui se demandent aussi, il y a le support des écrans externes pour les iPads qui est un petit peu en retard par contre. Donc ça arrivera un peu plus tard apparemment.
je sais pas trop quand. Je travaille pas chez Apple. Et une autre news très rapide, c'est le fait qu'apparemment, Apple travaillerait sur un iPad de 16 pouces. Yep, un iPad Pro du coup de 16 pouces. C'est certainement une réponse en partie à ce qu'a fait Samsung, parce que Samsung a sorti une Galaxy Tab Ultra qui fait 14,6 pouces. Et honnêtement, j'ai vu pas mal de reviews. Alors personnellement, je la trouve un peu chère et elle n'est pas forcément pour moi, malgré le fait que j'aime beaucoup les tablettes. Mais elle remplit un truc assez intéressant au niveau du marché, c'est que comme la tablette est suffisamment grande, elle est aussi grande qu'un ordinateur portable, elle est utilisable pour le multitâche. Vous pouvez lancer le mode DeX de Samsung et c'est genre, avec l'accessoire clavier trackpad, ça le rend très utilisable pour faire du travail dessus. Et du coup, je pense qu'Apple a vu ça, ils étaient en mode, peut-être qu'on devrait faire quelque chose aussi, parce que l'iPad, ça fait des années qu'on dit que ça remplace un PC, mais le truc, c'est que l'iPad, même de 12,9 pouces, c'est un peu petit des fois. Ça suffit à des personnes, mais pas à tout le monde. Donc je pense que leur but ici, c'est d'avoir un iPad beaucoup plus gros qui remplit le cas d'utilisation des gens qui veulent un appareil très mobile avec un écran tactile, mais qui soit réellement utilisable, qui est pas trop petit. Aussi, pensez aux gens qui font du graphisme, qui eux veulent peut-être un écran plus grand que l'iPad de 12,9 pouces. Parce que ça devient vite serré si vous avez toute l'interface de votre logiciel pour dessiner. Ça peut vite devenir serré sur un écran de 13 pouces. Donc, certainement pour toutes ces raisons, ils travaillent sur un 16 pouces. C'est pas confirmé, ça arriverait plutôt en 2023, fin 2023. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais personnellement, je suis intéressé de voir ce que ça donne. Ce sera certainement beaucoup trop cher de toute façon, mais bon. Je suis quand même intéressé de le voir. Juste de voir, oh, marche bien. Le futur est intéressant, mais pas forcément l'acheter pour moi parce que, yep. Pourtant, j'aime bien. Ça, c'est mon cas d'utilisation. Mon ordinateur portable que j'utilise actuellement, c'est le Rockflow X16, dont je dois toujours faire une review d'ailleurs. Il faudrait que je travaille sur la review. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Il y a des trucs très bien avec, il y a des trucs qui posent problème par contre. Mais bon, bref, le X16, c'est un ordinateur convertible de 16 pouces. Donc ce serait la même taille. Et je peux vous dire que j'adore cette taille. En 16 dixièmes, c'est juste parfait. Il a un taux de rafraîchissement de plus de 120 Hz aussi, donc c'est juste parfait aussi là-dessus. Je l'adore, franchement, pour travailler, je l'utilise tout le temps et c'est devenu mon ordinateur principal. Dès que je me déplace et que j'ai besoin d'un setup mobile, notamment quand j'ai fait les Texama Show en dehors de chez moi, tout était fait avec cet ordinateur portable. Donc, un iPad de 16 pouces avec du tactile et tout, moi je dis oui. Après, évidemment, ce sera très cher, à mon avis, connaissant Apple. L'iPad Pro actuel est à plus de 1500 euros, donc à mon avis, celui-là sera à 2000 euros facile. Ensuite, je voulais rappeler très vite fait que j'ai un doc de vente dans la description si vous êtes intéressé par des anciens hardware que j'ai testés ou des trucs que j'ai tout simplement sous la main et que je n'arrive pas à trouver un cas d'utilisation ou tout simplement que personne dans ma famille en veut, ça arrive aussi, eh bien, vous avez en description. Donc, c'est un doc de vente, vous avez les prix, vous avez le moyen de me contacter et tout ça. N'hésitez pas. Premier arrivé, premier service, ce n'est pas des enchères ici. Et si du coup un produit est toujours n'est pas en rouge ou en orange, il est disponible, donc n'hésitez pas. Et vous n'êtes pas obligé d'être en Belgique, mais de préférence Union Européenne, parce que sinon après ça coûte très cher pour la livraison. Donc voilà. Ensuite j'ai pris cet article pour l'illustrer, mais apparemment il faut s'enregistrer pour lire, mais vous avez des scientifiques qui ont finalisé des panneaux solaires transparents que vous pourriez du coup mettre sur des fenêtres, ou plutôt à la place des fenêtres, ou en tout cas devant une fenêtre. Donc le but, c'est de tout simplement récupérer de l'électricité avec toutes les surfaces qui sont actuellement utilisées comme des fenêtres en fait. Il y a en réalité un assez gros cas d'utilisation pour ça, et c'est tout simplement les immeubles. Sur les immeubles, vous avez une énorme surface qui prend souvent énormément de soleil à la ville, parce que quand vous avez un immeuble dans le chemin, vous avez une énorme ombre juste derrière. Donc tout ce soleil qui est perdu sur la façade pourrait être utilisé pour faire de l'électricité. Maintenant, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que souvent, quand on a des trucs comme ça fait énormément de news en mode c'est bon, on a des nouvelles batteries solid state qui vont révolutionner le game. On a je ne sais quoi qui va arriver. Oh, on va mettre des panneaux solaires sur les routes. Hein. Ça, si il y en a qui se souviennent, il y a quelques années. Mais comme d'habitude, des fois, ça semble logique. C'est pas aussi bon qu'on ne le pense. Comme le panneau solaire est transparent, il ne fait que capturer une partie de l'énergie solaire qui vient dessus. Donc en fait, c'est pas le truc le plus intéressant du monde. Et comme il coûte quand même plus cher qu'une vitre normale,
c'est pas aussi intéressant au niveau coût. Les panneaux solaires, maintenant, ont chuté en prix. Genre, un panneau solaire coûte vraiment beaucoup moins cher qu'avant. Donc, il vaut mieux juste mettre ça, en fait. Il vaut mieux avoir des panneaux solaires sur les parkings. Il vaut mieux mettre des panneaux solaires à côté d'une ville plutôt que de s'amuser à changer les vitres des immeubles par ce truc-là. Mais, quand même, il faut le noter que dans certains cas, ça peut être très intéressant. Dans certains cas où il n'y a pas la place de mettre un panneau solaire et qu'il y a réellement des vitres qui sont là de toute façon, ça peut valoir la peine de les mettre. Même si c'est un cas d'utilisation très particulier, ça couvre ce cas d'utilisation et c'est plutôt cool d'avoir plus d'options. Plus d'options, plus de recherche sur ce genre de choses, de technologies-là, permettront d'arriver à d'autres technologies beaucoup plus utiles ou qui seront en tout cas très pratiques pour des cas d'utilisation particuliers où on en a absolument besoin. Donc, je suis content que ça existe, mais je vous le dis, vous n'allez pas mettre ce genre de panneaux solaires chez vous. Surtout si vous avez une maison normale, mettez des panneaux solaires sur votre toit, beaucoup plus efficace, beaucoup plus économique, produira beaucoup plus intéressant. Ou s'il n'y a pas trop de soleil chez vous, même si en réalité il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de soleil pour que ce soit inintéressant. Même en Bretagne, vous fabriquez quand même de l'électricité avec un panneau solaire, même si c'est moins intéressant évidemment que dans le sud. Il y a toujours l'éolien. Vous pouvez mettre une petite éolienne chez vous, ou vous pouvez tout simplement faire, je sais pas moi, un peu de géothermique, ou peut-être une pompe à chaleur aussi, si vous voulez chauffer chez vous. Enfin bref, dans tous les cas, pour ceux qui ont vu cet article-là, ou en tout cas qui ont vu la news, parce que bien souvent les gens voient la news sur Twitter en mode waouh, on a des panneaux solaires transparents maintenant. Oui, on a des panneaux solaires, mais transparents, mais pas aussi intéressant qu'on ne le pense. Ensuite, nous avons une news au niveau de Meta, qui est évidemment l'entreprise qui a été créée pour se mettre par-dessus Facebook et tous les autres projets de Facebook, aurait perdu, pour information jusqu'à maintenant, 650 milliards en valeur sur le marché. Et pourquoi, pour ceux qui se demandent? Eh bien, c'est tout simplement Meta, quand ils ont justement fait Meta, ont indiqué leur envie de tout simplement créer un univers virtuel où les gens pourraient se connecter et tout ça. Basiquement, ils voulaient créer Second Life ou VR Chat, mais en pire et en beaucoup plus cher. Du coup, pour information, depuis qu'ils essayent de faire ça, ils ont eu beaucoup de mal et il y a eu de plus en plus de reports qui ont montré que malgré des investissements énormes, genre énormément d'argent, des milliards et des milliards, les gens ne sont pas très intéressés. Même les employés de Meta n'utilisent pas vraiment le service, ce qui est quand même assez ironique. Et du coup, depuis, les gens sont en mode, ouais, investir dans Meta, pas très intéressant, et du coup, la société perd de sa valeur. Et ça, c'est ce qui arrive souvent, hein. Quand vous avez une entreprise qui essaye d'innover, mais qui innove dans le mauvais milieu, ou en tout cas, les investisseurs trouvent ça stupide et que le consommateur trouve ça aussi stupide, vous arrivez à une situation où ils vont perdre juste toute leur valeur. Donc, yep. Si vous avez des actions Meta, je suis désolé pour vous, parce que déjà là, elles ont perdu énormément de valeur. Vous avez aussi Mark Zuckerberg, qui a du coup perdu énormément de valeur. Maintenant, il est seulement la 29e personne la plus riche au monde. Je suis triste pour toi, Marc, mais c'est pas grave. Il a toujours beaucoup d'argent, ne vous inquiétez pas. Enfin, beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'actions qui valent de l'argent éventuellement s'il les revend, ce qui n'est pas forcément la même chose. Mais dans tous les cas, yep. Il y a aussi tous les problèmes de méta, de controverse. Hein. Je vous rappelle, Facebook qui pas forcément fait quelque chose pour empêcher la propagation de mauvaises informations sur leur plateforme, mais genre des très mauvaises informations. Je parle pas là de retirer un tweet de quelqu'un qui est pas content à propos de quelque chose. Là, je parle vraiment de mésinformations, oui. De mauvaises informations en tout cas qui sont très mauvaises. Et ils ont basiquement rien fait. Il y a eu aussi des reports, je vous rappelle, qui ont montré que Facebook a contribué à des assez mauvaises choses ces dernières années sans rien y faire. Donc, yep, pour moi, ça ne m'étonne pas. Ça fait des années que j'ai supprimé mon compte Facebook. Ça fait des années que je dis que pour moi, Facebook est juste mort. Ça fait des années même que je dis que Facebook devrait être banni en Europe parce que ça n'apporte rien, littéralement. Ça fait aussi des années que je pense que, et d'autres personnes pensent que le monopole de Facebook devrait être cassé. Donc, il devrait séparer Facebook, Instagram et WhatsApp dans différentes entreprises qui sont indépendantes afin d'éviter ce problème-là avec Facebook. Et je pense que si ça continue, s'il continue de perdre autant de valeur, le truc c'est que
quand ils vaudront encore moins que ça et qu'ils vaudront vraiment pas cher, il y a aussi bien une entreprise qui va arriver, qui va les racheter ou autre. Ça m'étonnerait même pas. Donc, yep, on verra bien ce que ça donnera, mais une chose est sûre, je ne suis pas triste de voir Meta chuter comme ça. Et enfin, nous avons une news au niveau de SpaceX avec le fait que la Falcon Heavy va enfin revenir. Pour ceux qui ne savent pas, la Falcon Heavy, évidemment, est une Falcon 9, ou plutôt 3 Falcon 9 mises ensemble. Vous avez 3 boosters de Falcon 9, plus un second étage, évidemment. Et du coup, ça permet d'avoir la fusée à l'heure actuelle qui est la plus puissante au monde. Bon, évidemment, techniquement, si vous avez du coup Artemis 1 qui vole, il y aurait une nouvelle fusée la plus puissante au monde, hein, qui serait du coup le SLS, le Space Launch System de la NASA. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédemment, je couvrirai le live stream de lancement de cette fusée. La raison pour laquelle je ne l'ai pas couvert, c'est tout simplement parce que la fusée n'a toujours pas lancé. Donc voilà, pour ceux qui se demandent. Mais du coup, la Falcon Heavy est toujours la plus puissante et ils vont voler normalement aujourd'hui, apparemment, assez tôt au matin. Donc ce serait bientôt. Peut-être qu'ils ont déjà volé en vrai. C'est possible. C'est possible. Je tourne ce texte à ma un petit peu tard. Donc c'est tout à fait possible. Allez voir sur la chaîne de SpaceX, voir s'ils ont lancé. Mais yep. Un nouveau lancement de Falcon Heavy, moi ça m'intéresse toujours. On n'a pas eu beaucoup de lancements de Falcon Heavy, pour information. Le premier, c'était évidemment avec le Roadster de Elon Musk qui était juste accroché là-haut. Et c'était juste épique. Donc j'ai hâte de voir justement revoler cette magnifique fusée. Maintenant, il y a aussi, pour ceux qui se demandent au niveau de SpaceX, au niveau de la prochaine fusée, qui est Starship, ils sont toujours... Enfin, ils progressent assez bien même, mais ils sont un peu dans une phase de test. Ils sont en train de tester le modèle de test, en tout cas, l'exemplaire de test, je devrais dire, qui veulent faire voler, mais ils en ont déjà préparé des backups qui pourraient remplacer cet exemplaire de test. Ils ont aussi fait une nouvelle tour, pour information. Donc ça, c'est l'ancienne tour, justement. Donc ça date de 2018, donc ça date. Ça, c'est la tour maintenant qui est noire au Kennedy Space Center qui utilise SpaceX, au LCA 39, c'est le pad de lancement. Depuis, ça a été beaucoup changé. Et maintenant aussi, si vous revoyez la même photo, vous auriez une autre tour ici, beaucoup plus haute, qui serait faite pour Starship. Parce qu'ils ont construit une autre tour pour Starship sur ce pad de lancement, un peu à côté en réalité. Donc il y a 2 pads de lancement. Donc ils ont progressé là-dessus. Ils sont en train de faire une usine, justement en Floride, pour fabriquer Starship. Mais du coup, il y a beaucoup de ces progrès-là, mais on n'a pas eu beaucoup d'actions au niveau d'un lancement, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de lancement. Ils ont fait quelques static fire tests, donc ils ont lancé les moteurs, voir si tout fonctionne. Mais pour le moment, ils sont encore en train de progresser à tester progressivement. La prochaine étape, pour information, ce serait le fait d'avoir un full Starship, donc booster et le Starship au-dessus, mettre du carburant et faire, du coup, juste mettre le carburant en réalité, voir si tout fonctionne bien, puis vider. Et puis la prochaine étape encore après ça, ce serait de mettre tout le carburant dedans et juste lancer tous les moteurs, voir si tout fonctionne bien et les couper quelques secondes après. Donc ce sera un static fire test, basiquement. Et après ça, la prochaine étape, si tout va bien, ce serait un lancement. Mais ça va prendre encore du temps. Donc, yep. Pour ceux qui se demandent, yep, prenez un peu de patience. En attendant, vous avez des lancements de Falcon Heavy qui arrivent, et dont celui-là. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain Tech Ça Marche. Je vous dis ciao, ciao.